la chanson au minimum. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Vigal, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, République, on vous aime. Trêve qui formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans Epic Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde hippique. Bonjour Charlie, merci de nous accueillir pour ce deuxième épisode d'Epic Story. Notre première question, elle est assez simple, elle est la même quasiment à chaque fois. Est-ce que vous pourriez nous décrire d'où vient votre passion des courses hippiques ? Alors, de la famille, de la plus tendre enfance. Mon père allait aux courses avec ses parents, qui étaient des simples passionnés, des turfistes. Et mon père a tout de suite eu le virus, il a très vite été aux courses tous les week-ends dans le sud-ouest. En plus, les rencontres de la vie ont fait que il est devenu une très bonne amie avec une femme qui s'est ensuite mariée avec un jockey. Donc il était encore plus dedans. Donc moi, tout petit, comme ma sœur, on a été bercés sur les hippodromes tous les week-ends. Il n'y avait pas d'autres sorties, enfin il y en avait d'autres, mais c'était d'abord que se passe-t-il au niveau du calendrier des courses et après on voit si on fait autre chose. Donc voilà, tombé dedans tout petit, sur les hippodromes tout petits, donc dans le sud-ouest, parce que on est descendu dans le sud-ouest, j'avais 4 ans, donc mes premiers hippodromes c'est le sud-ouest. Et derrière ça, tout de suite la passion, tout de suite l'envie de tous les week-ends d'y être. Le lundi matin, c'était le moment le plus difficile pour moi, parce que le week-end passé était fini et le week-end qui arrivait était déjà loin. Donc tous les week-ends c'était aller aux courses, voire même parfois le vendredi après-midi. Je sais pas si on peut le dire parce que si mes maîtresses de collège écoutent. Par mon père beaucoup, ma mère aimait bien ça aussi, mais voilà, mon père vraiment la grosse passion, quoi. Du coup, Charlie, notre deuxième question, c'est quel est votre premier souvenir sur un hippodrome ? Alors j'essaie de revenir loin. Il y a une anecdote dont je me souviens pas, mais que mon père me rappelle souvent. Je pense qu'elle est vraie. Mon père n'est pas un menteur. Quand j'étais petit, je courais partout, beaucoup. Et un jour, sur l'hippodrome du Bouscat, sur le parking, j'étais à 2 doigts de me faire renverser par une voiture et j'aurais été, je mets le conditionnel, mais je crois à mon père. J'ai été apparemment retenu par le col par Jean-Claude Rouget qui passait là, qui m'a rattrapé sans me connaître, qui m'a jamais vu. Donc je trouvais ça assez marrant, c'est un truc dont j'aurais aimé me rappeler, mais voilà, j'ai été sauvé par Jean-Claude Rouget, je serais peut-être pas là aujourd'hui, donc merci Jean-Claude, bravo. Du coup, Charlie, troisième question. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à devenir commentateur sur Equidia et à commenter les courses, notamment d'obstacles ? Première chose, la peur des chevaux de course. Ça peut paraître étonnant, mais je les aimais autant que je les craignais, dans le sens où j'ai jamais eu l'idée de travailler directement dans les courses, parce que je n'étais pas cavalier. Ma sœur en faisait, mais moi non, j'allais la voir. Parce que j'avais peur de la force du cheval. J'étais autant impressionné qu'apeuré en fait par la puissance des chevaux. Et du coup, quand il fallait tenir les chevaux de course avant les courses, je voulais jamais. J'avais trop peur de les lâcher, d'interférer sur la performance du cheval. Donc je laissais faire, je les prenais après quand ils étaient calmes. Et du coup, je me suis jamais vu jockey, je me suis jamais vu entraîneur, jamais vu quoi que ce soit. Et surtout, j'étais assez bavard à l'école. J'aimais beaucoup commenter les matchs de foot à la télé, j'aimais beaucoup parler en dormant. Donc pour moi, la logique, c'était de travailler dans les courses. Je ne vais pas dire mon seul moyen, mais j'ai vu ça comme une vocation en fait très tôt, de commenter les courses. Et ce que je voulais, et ce que je veux toujours, c'est que la passion énorme qui m'anime, je la diffuse aux gens qui nous écoutent. Et du coup, journaliste, commentateur, ça a tout de suite été mon idée. Alors, le cursus, il n'est pas simple parce que j'avais quelques amis dans les courses, mais pas de connaissances à Paris. Donc j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se faisait. Moi, j'ai fait une fac d'histoire. J'ai appris après que c'est ce qu'avait fait Stéphane Coste, donc qui a été l'un de mes, l'une des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, parce que Stéphane c'est le top du top, et quand on l'écoute le week-end, on a envie de prendre ses valises et d'aller commenter comme Stéphane Coste, même si on ne veut pas imiter, c'est quand même un vrai modèle, Stéphane. Et du coup j'ai essayé de faire sciences politiques à Bordeaux, et heureusement j'ai raté le concours. Parce que je passais du coup d'une semaine de 50 heures à une semaine de 10 ou 12 heures. Voilà, les facs d'histoire, c'est comme ça, donc c'était chouette. 3 ans. Et mon but, c'était de rentrer à l'école de journalisme à Bordeaux. Et en fait, la plupart des gens qui étaient sont passés par la fac d'histoire. Puis au bout de 3 ans, finalement, j'ai eu une opportunité de stage à Equidia. Je l'ai saisie. Les portes ne se sont pas ouvertes parce que j'ai pas cherché à les ouvrir. J'étais très timide, je le suis. Et du coup, j'ai rencontré mon maître de stage le vendredi soir. Pour vous dire à quel point j'étais
un peu timide. Je l'ai pas vu de la semaine, donc il m'a dit je te connais pas mon grand, donc voilà. Mais il m'a dit mais je sais qu'à Génie-Course ils cherchent du monde, et donc j'ai postulé à Génie-Course, et l'été qui a suivi, parce que c'était au mois de mai, l'été qui a suivi j'ai fait un test pour Génie-Course où j'ai commencé dans une équipe exceptionnelle, ça a été super. Et quand Génie a été racheté par Paris Turf, j'ai retenté ma chance plus sérieusement à Equidia. Et j'avais très peur de le faire parce que j'avais peur du refus, parce que pour moi il y avait que Equidia. Du coup, si j'avais pas Equidia, j'avais plus de vie professionnelle et plus de vie parce que je voulais faire ça depuis tout petit. Et heureusement, la place s'est faite et après tout s'est bien enchaîné. Mais voilà, fac d'histoire, le passage à Génie-Course qui a été hyper enrichissant. J'ai rencontré plein de personnes. Et puis Equidia 2015. Charlie, vous êtes à la fois commentateur de courses de plat, mais surtout d'obstacles. Vous êtes une voix reconnue de cette discipline. Pourquoi avoir choisi l'obstacle particulièrement ? J'ai essayé de réfléchir à ça là, ces derniers mois. Bon, je pense que déjà c'est viscéral, là. C'est à l'intérieur de moi les courses d'obstacles. Les chevaux d'obstacles, je les trouve forts, je les trouve beaux, je les trouve méritants, je les trouve exceptionnels. Voilà, moi je les remercie vraiment, tous les chevaux d'obstacles et tous ceux qui travaillent dans ce métier-là, parce que ça nous permet de vivre nous de l'extérieur au calme, tranquillement, de notre passion, et ça c'est génial. Par procuration, et du coup j'essaie moi-même ensuite de faire passer ça au public, mais je sais pas, entre commenter une épreuve du Tour de France, une étape plat de 250 km et une étape de montagne, je crois qu'on préfère tous l'étape de montagne, on s'endort un peu devant l'étape de plat. Alors je dis pas qu'on s'endort dans les courses plates, surtout pas, mais voilà, moi j'ai besoin en fait, j'adore l'adrénaline. J'aime beaucoup le foot et je suis un supporter de l'Olympique de Marseille sans pouvoir vraiment l'expliquer, parce que je vous l'ai dit, je suis né en région parisienne et j'ai grandi à Bordeaux, mais je pense que cette adrénaline autour du club de Marseille fait ça. J'adore écouter les grands moments de sport, les grands commentateurs. J'ai besoin qu'il se passe des choses. Et en obstacle, comme vous le disiez, il se passe toujours quelque chose. Et au-delà de ça, voilà, je trouve la performance du cheval démultipliée par rapport aux autres disciplines, parce que ça paraît plus difficile. Mais voilà, j'ai fait le choix, et même au niveau du travail, je me suis considéré que si je voulais être bon, il fallait que je me spécialise. Et je voulais essayer de tout savoir, donc pour tout savoir sur une discipline, il faut s'y consacrer à plein temps, quoi. Mais bon, le jour où j'ai le droit de faire du plat et du trot, je me régale aussi parce que ça permet de changer d'air. Charlie, question un petit peu plus personnelle, quel est votre plus beau souvenir jusqu'à maintenant dans le monde des courses ? Plusieurs choses, d'un point de vue très personnel et presque égoïste. La première victoire de la Kazakh de mon père. Voilà, mon père, j'ai vu toute ma jeunesse dessiner sa Kazakh sur un petit bout de papier. Et un jour, il a réussi à la faire au bout de 15 ou 20 ans de passion. C'était en 2005 et on a gagné une course plate avec un pur sang arabe à Pompadour, voilà, au prix de 3 000 €. Mais la sensation de voir mon père heureux comme ça, je pense que ça m'a marqué. J'avais 2005, donc j'avais 13 ans. Mais voilà, ça m'a énormément marqué. Et voilà, moi la passion, je la vis vraiment en famille, avec mon père, ma soeur, un petit peu avec ma mère aussi, mais surtout mon père et ma soeur, on a quelque chose de très fort. Donc ça, c'est un moment important. Après, il y a eu un premier commentaire de groupe 1, c'est à Auteuil, qui a été en plus un groupe 1 exceptionnel, puisque c'était un Grand Prix d'automne qui avait opposé Alex de la Radia et De Weiss, on s'en souvient tous, je pense, qui était épique. Donc là, j'ai compris que depuis tout petit, c'est ces moments-là que je voulais vivre, à cet endroit-là, justement. Et puis après, il y a eu la victoire aussi en famille en tant que propriétaire avec une jument qui s'appelait Oli, avec une rencontre récente, celle d'Erwan Graal, qui a été une rencontre très importante parce que j'ai rencontré un super entraîneur, mais surtout un super être humain. Et voilà, avec Oli, on s'est retrouvé à ne pas avoir gagné de course entre 2005 et 2020, si je dis pas de bêtises, Oli. Oui, mon père n'a pas eu assez de bons chevaux pour gagner, voilà. On a pris le plaisir en allant voir nos chevaux et en prenant des places dans des tout petits hippodromes, mais c'est ça les courses, la base. Et donc voilà, 15 ans pour regagner et gagner 3 fois en 3 courses. Elle est restée invaincue 3 courses. Ça faisait quelque chose, et surtout de pouvoir le revivre avec mon père, ma soeur, mon petit garçon maintenant, ma femme, tout ça. Enfin, comme vous l'avez compris, moi l'important c'est la passion et la partager, quoi. Quelle est la plus belle atmosphère que vous avez vécue sur un hippodrome ? Est-ce que c'est forcément en France ou est-ce que aussi ça peut être à l'étranger ? Oui, c'est de Cheltenham, ouais. Et je rêverais de faire d'Auteuil un Cheltenham parce que c'est exceptionnel. La première année où j'ai fait le festival, c'était en touriste avec des copains, et la première chose que je me suis dit là, après 3 courses, c'est plus jamais rater ça, faut venir tous les ans. Donc j'essaie de venir autant que je peux tous les ans à Cheltenham pour travailler ou pour le plaisir. Après en France, j'envie l'ouest de la France, je connais très peu l'ouest, pourtant pour un fan d'obstacles c'est un peu étonnant, on va dire que c'est le vivier de l'obstacle, mais j'ai découvert le Lion d'Angers, un petit peu Cran, je me promets de le faire un peu plus aussi. Dans le sud-ouest on a de bonnes ambiances, Pau c'est très sympa, et puis les hippodromes provinciaux le dimanche on y passe des bons moments. Mais Cheltenham sort de l'ordinaire, et en France, Auteuil quand c'est plein c'est agréable, mais j'aimerais qu'on soit capable d'un peu plus ambiancer entre guillemets à la fois le public et à la fois mettre en avant nos stars comme ils le font en Angleterre, parce qu'en Angleterre quand un cheval gagne il est porté tout là-haut comme si c'était un footballeur, et en France
on a plus de mal à les starifier. Voilà. C'est ce que je leur envie aux Anglais. Starification de leurs chevaux et de leurs jockeys, ils font ça très bien. France Gallo et Le Trot ont mis en place un certain nombre d'initiatives depuis quelques temps au travers des jeudis de Longchamp, des samedis d'Auteuil ou encore des soirées tropicales à Vincennes pour faire venir plus de gens dans les hippodromes. C'est un des enjeux majeurs pour le développement de la filière et pour sa survie dans les années à venir. Nous, on trouve que ce sont des choses intéressantes qui sont mises en place. Parfois, ça suscite un petit peu le débat entre deux écoles. Ceux qui pensent qu'il faut tout miser sur le jeu, et puis ceux qui pensent que c'est intéressant de faire venir des gens de l'extérieur pour leur faire découvrir le monde des courses hippiques. Vous, quel est votre regard sur ces initiatives? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que déjà toutes les initiatives elles sont bonnes parce que par définition, une initiative elle doit être soulignée parce que ça veut dire qu'on essaye, on tente des choses. Et de toute façon, il faut rater plusieurs fois pour réussir, c'est sûr. Donc on a beau entendre des gens critiquer. C'est toujours facile quand on n'est pas à la base du projet, quand on décide pas, mais ce qu'il faut c'est essayer plusieurs choses. Moi, si vous me dites que les jeudis de Longchamp ils sont 8000 tous les jours, mais qu'ils jouent 2 € chacun, ok, mais c'est pas grave, de toute façon on va pas les faire venir, il faut pas s'attendre à ce que les gens du jeudi soient dès le samedi dans un PMU à jouer toute la journée. C'est pas le but. Le but c'est de montrer, déjà, moi je réfléchis comme ça, mais de montrer notre sport, notre art, la beauté des courses hippiques déjà, avant d'en faire des joueurs. Et je pense que s'ils aiment, ils voudront participer parce que tous les néophytes, et je me suis appliqué à faire ça beaucoup depuis ma jeunesse, quand j'en ai des copains de lycée, ils ne connaissaient strictement rien aux courses. Mais voilà, ils arrivaient, ils regardaient la première, puis au bout de 2 courses, ok, moi je veux participer, je veux jouer, je veux avoir ce sentiment d'appartenance d'un cheval. C'est ça, jouer finalement, plus que l'espérance de gain. Donc voilà, je pense que les initiatives elles sont bonnes. J'essaie de beaucoup m'impliquer sur l'obstacle parce que c'est mon domaine et que je veux donner toutes mes forces. Je veux avoir la chance d'avoir essayé, comme beaucoup, de montrer la passion pour les courses et à quel point c'est beau. Et donc voilà, tout ce qui se fait en plat. Mais le public, il est là. J'ai été au Lion d'Angers, ils étaient 15 000 pour l'Enjôloir Challenge. À Pau, Joly, tous les hivers, ils sont pleins. 8 000 à Vincennes pour la soirée tropicale, 8 000 tous les jeudis. On aimerait que ça prenne aussi à Auteuil, voilà, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai que pour le moment ça ne prend pas autant. Mais le vivier il doit être là. Il y a 2 générations, comme on le disait, qui se confrontent un petit peu sur les idées de pourquoi on va aux courses. Je pense qu'il y a plein de raisons d'aller aux courses. On peut aller aux courses pour passer une bonne journée avec ses enfants, donc il faut des jeux pour les enfants, pour aller toucher des gagnants, donc pour le jeu, pour aller voir du grand sport, pour les émotions. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous amener sur un hippodrome. L'important c'est qu'il y en ait pour tout le monde. Charlie, si on revient un petit peu au monde des courses, quelle est justement la course que vous auriez rêvé de remporter? Si vous aviez été jockey ou même propriétaire ou entraîneur, quelle est la course qui vous fait le plus rêver? J'ai pas un gros sentiment d'appartenance à un hippodrome précis en province. On avait pu gagner par procuration, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notre entraîneur ami, le Grand Cross de Mont-de-Marsan. Déjà, c'était très fort parce qu'on était tous les week-ends à Mont-de-Marsan, donc gagner le Grand Cross, c'était gagner le Grand Steeple. Le Grand Steeplechase de Paris, oui, évidemment, le Grand Steeplechase de Paris. Gagner à Auteuil tout simplement, que ce soit le Grand Steeplechase de Paris ou le prix du Vivarais qui est un super réclamé. Moi je vous dis, gagner à Auteuil et rentrer dans ce fichu rond d'arrivée, ce serait déjà génial. Avoir un partant déjà à Auteuil, ce serait bien. Mais non, il n'y a pas une course, voilà. J'adore tout. Gagner en cross, gagner un grand cross de Pau, du Lion d'Angers, de Cran. Pour moi le cross c'est par là que je suis arrivé. Donc, je suis arrivé par le plus dur. Peut-être pour ça que je voulais pas être jockey. Mais ouais, gagner un grand cross, ça pourrait être un très gros kiff. Je passe un message à celui qui voudra bien entraîner nos chevaux. Une autre question là-dessus, Charlie. Est-ce qu'il y a un jockey que vous aimez particulièrement? Est-ce qu'il y a un jockey qui vous fait rêver dans sa façon de monter, de faire corps avec le cheval, dans son choix de trajectoire? Qu'est-ce qui vous fait vraiment rêver comme jockey? Alors malheureusement, il est en train d'arrêter cette année. Jonathan Plouganou, c'est le jockey de... Franchement, je disais, Stéphane Coste a une grosse part dans mon envie de faire ce métier. Mais dans la passion qui s'est développée en moi jeune, c'est voir Jonathan Plouganou. Alors bien sûr, voir Christophe Pieux et tous les autres, mais moi, comme je vous dis, tous les week-ends, j'étais souvent à Mont-de-Marsan, à Agen, à Dax, donc je les voyais à la télé. Et moi, le plus de temps sur la piste, j'avais la chance d'avoir Jonathan Plouganou qui, vous avez tout résumé tout à l'heure, la position, la manière d'être à la lutte, le personnage aussi, il y a tout chez ce mec-là, il est fantastique à regarder. Malheureusement, il a eu des problèmes de poids et une grave blessure, mais il est fantastique à cheval. Voilà. Il fait corps avec son cheval et il n'y a rien de plus beau que de voir un jockey de cross prendre des trajectoires que personne ne prend, démarrer quand personne ne démarre. Enfin, en plat, on a ça, on a des jockeys qui prennent des initiatives de folie comme Christophe Soumillon souvent, comme Théo Bachelot l'a fait il y a peu de temps à Saint-Cloud. Mais voilà, Jonathan Plouganou en obstacle est celui qui me fait vraiment kiffer. Alors malheureusement, il s'arrête là progressivement, il est passé dans la colonne des entraîneurs, mais j'oublierai jamais ce que ce jockey m'a procuré en émotion, ça c'est sûr.
Charlie, pour en revenir un petit peu à votre métier, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se passe une journée de course, comment vous préparez une journée de commentaires? Je vais prendre l'exemple de la journée du Grand Steeple dimanche 22 mai dernier parce que c'était mon premier Grand Steeple sur Equidia. Je l'avais encore jamais commenté, donc voilà. J'ai atteint un moment de ma vie que je voulais vivre depuis longtemps. Comment je l'ai préparé? Déjà, on avait une émission spéciale 4 jours avant en plateau, donc j'avais préparé des fiches Bristol. Très classiquement, je suis quelqu'un qui note énormément. J'ai beaucoup de mémoire, mais parce que j'écris tout. Donc voilà, que quand je vais aux courses, si je fais une voltige, j'ai un mot sur chaque cheval, tout écrit. Et là, voilà, j'avais fait une fiche par cheval au départ du Grand Steeple. Et du coup, ça m'avait permis de prendre un peu d'avance. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je regarde des vidéos, je me souviens de beaucoup d'interviews. Là, ce matin-là, il y avait un peu de tension, c'était quand même un dimanche un peu particulier. La peur de faire la bafouille au mauvais moment, enfin voilà, c'est la seule crainte qu'on peut avoir. Mais j'ai eu une très grosse montée d'adrénaline, de pression lorsque Laurent Brunto, qui devait être en plateau, nous a lancé sur l'avant-course du Grand Steeple. Là, j'ai eu un truc en moi qui m'a secoué un peu. J'ai dit calme-toi, prends ça comme une autre course. Donc il y a eu beaucoup de tension, mais il y a une super équipe avec Alexandre, avec Stéphane, avec François, avec Manuela, avec Marine, c'était top. Avec Jacques, évidemment, Récou. Donc c'était, voilà, c'est toujours cette sensation d'aller travailler, mais pas aller travailler en fait. C'est une chance que j'ai et qu'on a à Equidia. On bosse, ok, mais en fait on prend tellement de plaisir à faire ce qu'on fait que ça. Enfin, moi je le ressens pas comme ça en tout. Mais du coup, est-ce que le Charlie Millepied commentateur, il fait peut-être comme le Charlie Millepied gamin, c'est-à-dire que quelques heures avant la course, il répète un peu ses formules, il travaille ses tirades pour imaginer plein de scénarios possibles, ou absolument pas du tout, il se laisse vraiment vivre l'instant présent? J'attends de le vivre. Et j'avais préparé peut-être des phrases pour le Grand Steeple, des choses voilà, j'avais envisagé celle j'aime, donc j'avais dit bon, si c'est la 7ème de Guillaume Macquart, il faut marquer le coup. Et la phrase elle est venue vite dans ma tête comme ça. Je me suis dit bon, mais si ça doit arriver, je crois que je l'ai noté au cas où une heure avant la course, mais voilà, elle est arrivée à ce moment-là pour le passage du poteau. Sinon non, j'essaie de vivre au moment présent. J'aime bien mettre beaucoup d'humour dans mes commentaires pour interpeller toujours le téléspectateur. Et il y a quelques heures à Auteuil, là, il y a un cheval je vais le dire, qui c'est Simawell, qui courait l'avant-dernière, qui est tout blanc. Et dans la ligne d'en face, j'ai dit il y a un cheval blanc qui se rapproche. Et j'étais à 2 doigts de dire que c'était pas le cheval blanc d'Henri IV, mais que c'était celui de James Révélé. Donc là, je me suis retenu. Des fois, je me retiens pas. Je fais beaucoup de jeux de mots parce que ça me plaît. Parce que j'ai aussi entendu la voix de Philippe Ourcadette quand j'étais jeune, commentateur dans le Sud-Ouest, qui fait beaucoup de jeux de mots. Et ça me plaisait bien. Donc on reprend toujours les petites choses qui marchent. Mais voilà, j'essaie de faire sur l'instant. Voilà, sur l'instant, de rien préparer et que ça sorte. De toute façon, ça vient toujours du fond, du cœur, de moi-même, parce que j'aime tellement ça. Vous nous disiez un petit peu plus tôt que la voix de Stéphane Coste vous avez fait rêver, nous aussi, avec tous ces commentaires légendaires qu'on connaît. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec lui aujourd'hui? Ouais, ça fait bizarre quand je l'ai rencontré la première fois. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, donc on rigole énormément. Il est supporter du Paris Saint-Germain, donc ça nous fait quelques discussions, mais on parle pas trop foot avec Stéphane. On est un peu pareil là-dessus, on se chambre pas. Mais bosser avec lui, en fait, il y a un niveau d'exigence qu'on s'impose, quoi. Quand je regarde le planning, je suis avec Stéphane Coste, bon, faut être à 200%, quoi. Mais bon, de toute façon, moi, je me pose pas la question parce que je suis à 200% avec qu'importe qui avec qui je travaille. Mais on sait qu'avec Stéphane, ça va très vite dans le débit, dans le commentaire. Voilà, donc on s'est bien entendu, il habite Maison Lafitte, moi aussi, donc on s'est croisés régulièrement. Mais voilà, de manière générale, on a une super équipe, je trouve, avec Equidia. On est souvent un peu décrié, mais c'est normal, c'est parce qu'on est un peu la tête de proue, le média de référence, donc forcément, tout le monde voudrait. Je pense que beaucoup de monde voudrait y travailler, et du coup, on est assez vite ciblé, mais il y a quand même une bonne équipe, Gallo, Trop, et du coup, voilà, avec Alexandre Léger depuis 2-3 ans, j'adore venir bosser et faire confronter, on va dire, des visions différentes. François Prado, pareil. Donc voilà, mais c'est vrai que Stéphane, si on m'avait dit un jour que je travaillerais avec lui, je l'aurais pas forcément cru quand j'étais gosse. Quand mon père a pris Equidia pour la première fois, parce que mon père, faut savoir, ne prenait pas Equidia au début. Et un jour, la plus grande surprise, ça a été d'arriver dans la maison et de voir qu'Equidia était à la télé. Voilà, il y en a d'autres, ça peut paraître rien, mais moi j'avais enfin Equidia. Et j'ai arrêté de regarder les courses sur France Gallo une demi-heure après qu'elles soient courues. C'est moins drôle. Ou sur Génie Course, vous savez, avec le résumé photo de la course. Donc ouais, pouvoir bosser avec eux. Et est-ce que ça vous arrive de prendre exemple sur des commentateurs anglais? On sait que les Anglais, ils ont une ferveur incroyable, les courses outre-Manche, elles sont absolument exceptionnelles. Est-ce que ça vous arrive de prendre exemple sur ce qui se passe là-bas ou pas du tout? Moi, très naturellement, j'ai un débit et une puissance forte, donc je suis au max, je pense déjà. Mais oui, il y a un commentateur qui s'appelle Mark Johnson. J'invite les gens à regarder quelques courses de Cheltenham, alors quelques exemples, mais les victoires de Classical Dream dans le Supreme Novices Hurdle, il avait été monstrueux.
Ils alternent, ils sont 3-4 pour la semaine. Mais Mark Johnson, il a une puissance de voix qui est exceptionnelle. Et il joue beaucoup sur comment dire ça? C'est un truc qui parfois m'est reproché, mais j'aime bien faire ça. Le côté un peu événementiel ou cinématographique d'une course quand il se passe un truc fort. S'il y a un cheval qui vient en roue libre, il appuie dessus. Voilà, il crée le suspense. Il vous dit pas, et moi non plus, que le cheval va gagner. Mais je veux que les gens, en fait, ils s'hérissent un peu, vous voyez, et ils se disent, ouais, il se passe un truc là. Voilà, j'aime bien faire ça, scénariser les courses, voilà, un peu plus qu'elles ne le sont déjà. Et dans le commentaire, ne pas me contenter de dire un tel, voilà, dire, ouais, il vient très facilement. Bon, il va peut-être finir 8ème et je vais rentrer chez moi, ça va pas me plaire. Parce que quand je vais pas réécouter, mais je vais me souvenir que je sais que j'ai des turfistes qui viennent me dire, tu nous as annoncé que ça allait le faire, ça l'a pas fait. Je m'en excuse parce que j'aime pas ça. Mais au moins, ça met du piment encore plus qu'il y en a déjà, quoi. Donc, Mark Johnson fait beaucoup ça et j'adore. Charlie, est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration de commentateurs qui sont par exemple issus d'autres sports? Comme je dis, moi, je peux pas regarder une compétition sportive sans mettre le son très fort. Malheureusement pour ceux qui m'entourent, pour mon petit garçon. Mais Thierry Gilardi, Grégoire Margoton, Julien Febvreau maintenant à la Formule 1, même Patrick Montel à l'athlétisme, enfin, voilà, les remontées de Marc Raquil et tout. Je regarde tous les sports, donc j'ai besoin que le commentateur il soit à la hauteur du sportif, en fait, qu'il soit à fond dans le truc. Et moi, enfin voilà, je regarde tous les sports et il faut. En fait, c'est truc tout bête, mais si jamais l'image est en avance sur le commentaire, ou le commentaire, pire, commentaire en avance sur l'image, je peux ne pas regarder. Ça me sort du truc. Il faut que ce soit bien calé et qu'on vibre au bon moment à 200%. Charlie, si on revient un petit peu à l'obstacle, on voit que c'est une discipline qui traverse en ce moment quelques difficultés. Il y a de moins en moins de partants, des problèmes un petit peu à tous les niveaux. Comment est-ce que vous voyez les choses pour améliorer la situation à moyen terme? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles sont un peu vos idées? Déjà, le premier truc moi, que je vois en tête, c'est les difficultés financières des propriétaires. Moins on a de marge financière, moins on est patient. Et en obstacle, le premier mot, c'est la patience, avec tout ce qui peut arriver, les blessures, etc. Donc je dirais qu'en plat, on peut courir plus souvent, plus longtemps. Et donc il est peut-être plus facile d'être rentable en étant propriétaire de plat, donc je dirais l'absence de propriétaire. Je regardais d'ailleurs cette semaine le classement des 20 ou 30 propriétaires. Quand vous prenez en plat, ce sont des propriétaires qui viennent pour le propriétariat. En obstacle, ce sont souvent les éleveurs ou les entraîneurs eux-mêmes. Donc signe que voilà, quand on est gros propriétaire et qu'on veut retour sur investissement rapide, on va en plat. Donc ça c'est le premier truc, voilà, peut-être le manque de propriétaires. Et encore une fois, il faut souligner la grosse réussite et la fidélité des gens comme la famille Papo par exemple, qui sont des gros investisseurs qui n'hésitent pas à racheter les chevaux français pour qu'ils restent chez nous, donc c'est aussi important. Quoi d'autre? L'absence du vivier peut-être, de nombre de jockeys aussi. C'est plus facile d'être jockey de plat évidemment, c'est moins dangereux, donc il y a peut-être un plus gros vivier de jeunes jockeys en plat et donc derrière de jeunes cavaliers le matin. Donc moins de jockeys l'après-midi pour l'obstacle, moins de cavaliers pour les dresser le matin. Et les entraîneurs vous disent j'ai personne pour les sauter donc je fais du plat. La famille Lerner en parlait il y a quelques heures à l'instant à Auteuil après avoir gagné la dernière. Ils ont plus de jockey le matin donc ils font du plat et quand ils peuvent, ils ont un cheval qui peut y aller, ils font de l'obstacle. Mais ouais, le manque de personnel, je pense que c'est important, de gens qui ont envie d'aller à l'obstacle. D'ailleurs ces derniers temps, la relève des jockeys sont souvent des fils d'entraîneurs. Je prends l'exemple des Zuliani, Baptiste Leclerc. Voilà, pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dedans petits. Sinon il y a peut-être un moins gros vivier. Le souci de l'exportation et de la vente des chevaux, vous savez, c'est toujours difficile. Nous, ça nous est arrivé, j'en parlais avec Oli tout à l'heure. Vous gagnez 3 courses, mais derrière, vous avez une très grosse proposition du plus gros propriétaire irlandais. Vous vous dites, ok, je la perds, je la vends, mais avec ce que je gagne, je vais en racheter 3-4. Et au final, il vaut mieux en avoir 3-4 que 1 pour la filière. Donc, quand vous vendez, c'est pour réinvestir, c'est pas pour vous partir en vacances. Donc oui, la vente des chevaux, c'est un souci, mais en même temps, si on perd demain la vente des chevaux, je pense qu'on va perdre beaucoup de propriétaires et d'éleveurs parce qu'ils nous donnent des billets énormes pour des chevaux qui ne valent peut-être pas ça. Mais ils sont tellement fans, les Anglais et les Irlandais, de nos pédigrés, de nos chevaux d'obstacle qu'il faut garder ça. Et donc comment relancer la comment relancer Est-ce que vous avez des idées ou c'est trop compliqué ou peu importe? Comment relancer il faut de la concurrence chez les entraîneurs, ça c'est sûr. Alors on a des entraîneurs mammouths mais qui sont aussi des entraîneurs locomotives. Moi j'aimais le discours des jeunes entraîneurs que sont Erwan Graal, David Cotin, Gaby Linders qui nous disaient oui, eux ils sont forts mais nous il faut qu'on soit plus forts qu'eux. Comme ça qu'il faut réfléchir. Alors après c'est facile à dire, quand vous avez des clients, quand vous n'en avez pas de propriétaire c'est plus difficile, mais on a vu William Menuet gagner groupe 1 avec Let Me Love, on a vu Mathieu Pitard avec Wild River, il y a peu de temps, enfin voilà, il y en a quand même qui arrivent, il y a des motifs d'espoir pour les jeunes qui viennent s'installer. Et quand je vois encore les jeunes qui s'installent, je me dis ça peut pas mourir parce qu'il y a toutes les sessions d'entraînement, de passage de licence, il y a encore plein de nouveaux entraîneurs. Ils sont fous furieux, mais tant mieux, on a besoin de gens qui s'installent. Donc comment relancer? Faire confiance à nos éleveurs, essayer de trouver le temps pour les entraîneurs et les propriétaires d'aller voir les éleveurs avant qu'ils vendent les chevaux en Angleterre. Chacun à son niveau, quoi. France Gallo dans l'animation des journées de course,
dans l'accompagnement des propriétaires, mais j'avais été invité au séminaire de France Gallo sur l'obstacle l'année dernière. Il y avait plein de bonnes idées, enfin il y a plein de gens de tout niveau qui veulent que ça perdure. C'est dans l'intérêt de tout le monde, hein, du premier comme du dernier. Charlie, on sait que vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux avec notamment une belle communauté sur Twitter. Est-ce que vous y voyez aussi un moyen de transmettre votre passion au travers des réseaux sociaux? Ouais, moi je m'intéressais pas du tout aux réseaux sociaux, j'avais juste Facebook comme tout le monde, j'ai eu MSN comme tout le monde, ça s'est arrêté là. Et un jour on a eu une demande de formation avec Idia pour se former sur Twitter. Ça m'intéressait pas du tout, j'avais pas envie d'y aller, puis j'y suis allé parce qu'il fallait le faire. Et puis j'ai dit bon, moi je vais essayer. Mais d'ailleurs je crois que si on regarde mon compte, il a dû être créé peut-être en 2017, mais je crois qu'il s'est rien passé au début, j'y allais pas. Et puis au bout d'un moment, m'intéressant un peu plus à tous les autres sports, aux infos mercato pour le foot, enfin on va tous là-bas pour voir l'info en premier. Et je me suis dit tiens, ça peut être un bon moyen de toucher beaucoup de gens, des gens que je ne toucherai pas d'une autre manière. Et j'ai dit je vais le développer à fond, pour l'obstacle, le plus possible. Que ce soit pour l'info d'avant-course, l'info d'après-course, les belles images, les moments spectaculaires, toute l'actu. Ce que je voulais, c'est que la personne qui voulait une info, elle vienne sur mon compte, voilà, elle la trouve là. Bon, on n'a pas tout, bien sûr, mais déjà je remercie toutes les équipes parce que toutes les équipes des écuries d'obstacles, il y a énormément, quasiment 95% qui jouent le jeu. Et quand on a des images à une semaine du Grand Type de Rod Mixtavel qui est à la plage, de Docteur de Ballon qui est dans son pré, qui est sur la touche mais qui est heureux, voilà, je me sers de tout ça. Il y a un Anglais qui fait ça très bien, c'est Stephen, le blogueur, qui a une échelle très différente à l'échelle anglaise, on va dire, fait ça. Mais voilà, et j'ai eu des messages de gens qui m'ont dit « Merci Charlie, grâce à toi, on joue et on suit les courses d'obstacles. » Et bien je fais ça vraiment que pour ça, pour que les gens viennent dans mon bateau, dans notre bateau des courses d'obstacles. Et là, j'ai quasiment 10 000 abonnés sur Twitter, donc c'est une vraie fierté. Et on voit aussi avant chaque réunion d'obstacles que vous donnez un petit peu vos pronostics. Moi, mon but, c'est pas de donner le gagnant, c'est toujours ce que j'espère le plus, mais c'est que les gens trouvent un point d'entrée dans une course, soit parce que ils disent tiens, je suis Charlie, soit parce qu'ils disent c'est une pompe, j'en veux un autre. Mais voilà, j'essaie de rater aucune réunion d'obstacles dans mes pronos, d'être le plus rigoureux possible. Mais voilà, c'est une entrée par le jeu et c'est une des entrées, donc il ne faut pas qu'on se cache. Les Anglais sont pas gênés de parler de jeu, on ne devrait pas l'être non plus. Donc mettre des pronos, c'est inciter les gens à regarder la réunion, à jouer. Et voilà, ça fait le jeu de tout le monde, alors le plus de gagnants possible. Mais ouais, les pronos, j'essaie de ne pas les galvauder, j'essaie de continuer à les faire, à répondre aux gens qui me demandent, même quand ils vont en province, et à les rencontrer quand on peut les rencontrer sur les hippodromes. Mais ouais, non, c'est donner le côté attrayant le plus possible à la course, voilà, pour que la personne vibre, en ait pour son argent, que ce soit avec mon cheval ou avec un autre que j'ai donné, quoi. Donc j'essaie de ne pas lâcher les pronos, c'est important de faire des pronostics. Charlie, on va arriver à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années, et qu'est-ce qu'on peut globalement souhaiter au monde des courses et à l'obstacle? Ce qu'il faut me souhaiter, c'est que le monde des courses aille bien. Si le monde des courses va bien, j'irai bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Continuer à prendre du plaisir, à en donner. Pourquoi pas en tant que propriétaire à Auteuil, hein. Je passe un petit message à Erwan Graal, mais je sais qu'il y arrivera. Ou à d'autres, on ne sait jamais, mais surtout à Erwan pour l'instant. Voilà, continuer d'être animé par cette passion à fond. Je sais pas. La Kazakh Charlie Millepied. Et la Kazakh Millepied, alors j'y ai pensé, je voudrais m'associer avec ma sœur, elle est dessinée, elle est prête. Mais ça coûte un peu d'argent, donc pour le moment on a d'autres priorités, on va dire. Mais elle va venir un jour. Elle va venir un jour et ce sera peut-être une association avec ma sœur. Parce que je suis très proche de ma sœur aussi, elle est fondue comme moi. Mais ouais, un jour la Kazakh Millepied. Bon, quand je vois la selle de mon père, elle a mis du temps à arriver à Auteuil. Bon, la mienne n'a pas arrivé tout de suite. Mais j'espère qu'on sera toujours là, j'espère que les discours pessimistes des gens qui nous disent que l'obstacle est fini pendant quelques années se trompent. Parfait Charlie, merci de nous avoir accordé de votre temps pour ce nouvel épisode d'Hippic Story. On espère que ceux qui nous écoutent ont appris à mieux vous connaître, à découvrir encore un peu plus votre passion. En tout cas pour nous, ça a été passionnant d'échanger avec vous et on vous souhaite bonne continuation.